Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Costa Mutamba, a tenu des propos fermes à l'encontre des arrestations arbitraires des journalistes en République démocratique du Congo. Lors de la journée internationale de l'accès universel à l'information ce samedi 27 septembre 2024, il a souligné que toute tentative d'arrêter un journaliste sans fondement légal serait sanctionnée par des mesures sévères. Je cite, « Tout celui qui va oser arrêter un journaliste de manière arbitraire, c'est lui qui sera arrêté », a averti le ministre. Cette déclaration forte et sans équivoque traduit une volonté claire de protéger les professionnels de l'information, souvent victimes de pression de la part de certains acteurs politiques et judiciaires. Maître Mutamba a également appelé à la pénalisation des délits de presse, arguant que cette mesure est nécessaire pour garantir la liberté d'expression tout en renforçant le mécanisme d'encadrement. Je cite, « Nous devons faire en sorte que les journalistes ne deviennent pas un cobaye des politiques, magistrats et avocats », a-t-il ajouté. Le ministre n'a pas manqué d'épingler l'Union nationale de la presse du Congo, INPC, l'encourageant à jouer un rôle plus rigoureux dans la régulation du secteur. Selon lui, certains moutons noirs ternissent l'image de la profession et il est urgent de procéder à un assainissement. Cette sortie médiatique intervient alors que plusieurs journalistes à RDC continuent à faire face à des arrestations et intimidations dans l'exercice de leur métier. La promesse des réformes annoncées par le ministre Mutamba suscite l'espoir d'une meilleure protection des journalistes dans un environnement médiatique souvent hostile. Mais permettez-moi, honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, de pouvoir m'arroger un devoir. Remercier la presse congolaise, que j'estime tant, que je respecte tant, pour autant que le parcours qui est le mien a bénéficié d'un accompagnement sans faille, sans relâche de cette presse. Je vais donc dire mon élévation ce jour, ma nomination aujourd'hui en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et l'aboutissement d'un combat, d'une lutte, celle qui a été, entre autres, portée par la presse congolaise. Je tenais donc à vous remercier. Lorsque je vois passer en Ligodi, commencer actualité.cd, nous étions en pleine lutte. Lorsque je vois Stanis Boujakira, lorsque je vois mon grand frère et cher aîné Kamanda Muzembe, et lorsque je vois les Jean-Henri Koumandé, lorsque je vois les Yves Bouya, les John Chingombe et bien d'autres journalistes, je me dis j'ai un profond devoir de reconnaissance et de gratitude. Mon deuxième devoir, c'est de féliciter le nouveau président de l'UNPC, mon aîné Kamanda Muzembe. C'est un moment très difficile. À chaque fois, il faisait en sorte que nos interviews soient diffusées sur RFI et sur d'autres chaînes et médias internationaux. Je voulais, tout en vous félicitant, élection méritée, fort de votre long parcours et brillant parcours dans le journalisme, l'un des rares journalistes à être resté journaliste jusqu'à aujourd'hui, à s'être nourri du journalisme, à avoir fait la fierté du journalisme. Vous êtes donc un monument, vous êtes donc une icône, vous êtes ce personnage
cette référence, la nouvelle génération, aussi bien des journalistes que même des politiques et acteurs sociaux, devait suivre et se référer. Je félicite vivement l'Excellence, Monsieur le Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avoir initié ce nouveau cadre légal. L'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur la liberté de la presse. Il faut dire qu'un ministre qui entre au gouvernement et qui n'apporte pas de réforme n'en est pas un. C'est donc, à mon humble avis, un touriste qui a été nommé pour se balader aux hautes fonctions d'État. Parce qu'il est anormal de gouverner sans réformer. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, lorsqu'on nomme un ministre, il y a une feuille de route sur les réformes à implémenter, sur les réformes à apporter dans son secteur. Vous verrez en France, les grands débats sur les réformes. Chaque ministre veut apporter une réforme dans son secteur. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le garde des Sceaux l'encourageait à parachever les initiatives des réformes entamées, notamment sur la question de la dépénalisation de délits de presse. Je suis d'avis qu'il est impérieux, impératif, dans une société comme la nôtre, de pouvoir, dans une certaine mesure, dépénaliser les délits de presse, mais en même temps mettre en place des mécanismes de l'encadrement de cette dépénalisation. Que je vais soutenir lorsque le ministre de la Communication nous présentera ces nouvelles réformes. Le cadre légal, la responsabilité des journalistes, mais également la responsabilité étatique, gouvernementale, sur la question de la liberté de la presse. Et enfin, j'aborderai peut-être un mot sur ce prestigieux livre qui vient de voir le jour, cette production scientifique qui mérite en réalité d'être sérieusement ingurgitée au bien de notre société actuelle. Comme vous le savez, la Constitution de la République pose le cadre à son article 24, la liberté de la presse, liberté d'accès à l'information garantie. Au niveau international, c'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui consacre également la liberté d'accès à l'information, qui est un pendant essentiel de la liberté de la presse. Et la loi du 13 mars 2023 sur la liberté de la presse. Donc aujourd'hui, la question est prise en charge sur le plan légal. Il n'y a donc pas de problème et c'est une avancée significative contrairement à d'autres États africains. Cependant, sur la question de la mise en œuvre de cette liberté de la presse, il y a lieu pour le gouvernement de la République que nous représentons dans les secteurs de la justice fasse en sorte que les journalistes ne soient pas ou ne deviennent pas des cobayes des politiques, des magistrats et des avocats. Il faudrait que nous, responsables étatiques, nous puissions faire en sorte que cette liberté soit réelle
et non utopique. Et c'est pourquoi, depuis que le chef de l'État nous a nommés à ce poste, nous avons veillé à ce qu'il n'y ait aucun journaliste qui soit arrêté de manière arbitraire. Donc vous verrez qu'au cours de nos 100 premiers jours, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement souminois, nous nous sommes évertués à protéger, à préserver ce droit fondamental, ce droit aujourd'hui inhérent aux citoyens, inhérent à l'homme, inhérent aux Congolais. Le droit d'accès à l'information, la liberté de la presse. Et nous allons poursuivre dans le même sens. Toutes les fois où les journalistes ont fait l'objet de manière arbitraire, irrégulière, des poursuites, nous sommes intervenus pour empêcher que cela aboutisse. Cependant, nous nous sommes également organisés pour que ceux qui commettent des abus répondent de leurs actes, parce que la question des responsabilités pénales est une question individuelle. Et c'est pourquoi, peut-être vous avez vu que depuis hier, on a arrêté Madame Denise pour des propos qui sont allés au-delà du journalisme. Ceci me permet de déboucher sur la question de la responsabilité des journalistes sur les actes qu'ils posent. Autant le cadre légal consacre cette liberté de la presse, autant vous êtes astreint à un certain nombre de devoirs pour ne pas polluer l'environnement sociopolitique, pour ne pas contribuer négativement à l'émergence de notre société, au développement de notre société, pour ne pas contribuer à l'émergence de l'immoralité dans notre société. Parce que je suis tout à fait heureux que le nouveau cadre ait de manière claire, en tout cas défini, la problématique des professionnels des médias. Qui est un journaliste? Qui est un professionnel des médias? Qui est un journaliste professionnel? Cette confusion que vous n'arrivez pas encore à contenir, malheureusement, met en mal le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique garantissant réellement la liberté de la presse. Qui est journaliste? Aujourd'hui, excusez-moi, c'est tout le monde qui ne se retrouve pas dans la société, qui pense que le journalisme est un refuge. Il prend le micro, il passe à la télé, sans aucune déontologie, et se livre aux insultes. Lorsque un acteur politique veut, par exemple, préparer sa campagne électorale, il se déguise en journaliste. Il y a donc beaucoup de moutons noirs dans vos rangs que vous devez impérativement extirper. Il y a beaucoup de brebis galeuses dans vos rangs. Et c'est ça, malheureusement, qui entache dangereusement l'image des éminents journalistes que vous êtes, d'une pertinence extraordinaire. Lorsque je vois des aînés comme Séverin Bamani, honorable Séverin, je vois honorable Christelle Vouanga dans la salle, je vois bien d'autres. Mais c'est après un long parcours de journalisme, après avoir fait l'école du journalisme, ceci permettrait d'éviter de part et d'autre des abus. Il y a également ce phénomène où des désinformations. On se réveille un bon matin et nous tous, autorités publiques, nous sommes victimes de cela. Lorsque un acteur, entre guillemets, journaliste,
a besoin d'argent, il cherche quelle politique faire des chantages, rançonner. Et vous verrez, Constant Mutamba a détourné 300 millions de dollars. Et c'est un grand titre. Voilà la difficulté. Et sans aucune preuve. Et lorsque vous voulez poursuivre liberté de la presse, j'en ai connu moi-même. Certains d'entre vous en ont été victimes. Au point où nous sommes tous, autorités publiques comme privées, en difficulté. La société en difficulté. Nous commençons à avoir peur de certains journalistes. Donc vous êtes obligés de vous en faire copain. Parce que si vous n'êtes pas son copain, vous allez vous voir un bon matin avec beaucoup de chantage. Mais puisque la fausse information court plus vite que la bonne, pour un acteur politique, comme vous le savez, c'est la crédibilité. Lorsqu'on aura diffusé la fausse information, il faudra prendre du temps pour pouvoir la casser. Dans la tête de ce compatriote que se retrouve à Sekebanza, qui avait déjà lu que Patrick Mouyaya a détourné autant d'argent, il n'aura plus l'information contraire au même moment. Donc, ce compatriote aura gardé cette mauvaise information, cette désinformation sur le détournement. Voilà des questions réelles sur lesquelles je vous invite de travailler. Pour que nous puissions sérieusement assainir nos médias, nos espaces médiatiques, aussi bien sur le plan des acteurs que des médias, des organes. L'UNPC devait être un peu plus sévère sur la question des sanctions, sur la question de la sélection. Comment vous accréditez les journalistes? Comment voudriez-vous laisser n'importe qui parler au nom des journalistes? Et lorsqu'il voit Kamanda Muzembe, il appelle confrère. Quand on voit mon aîné Willy Kalengai dans la salle, on dit confrère. Voilà les abus. Et donc au point où des grands journalistes de référence que vous êtes, vous avez cédé de la place aux moutons noirs, à ceux qui vendent mal l'image du pays. Et malheureusement, c'est eux que l'opinion suit. Lorsque Willy Kalengai tweet, personne ne suit. Aujourd'hui. Lorsque Kamanda Muzembe tweet, personne ne suit. Parce que vous avez laissé de la place à ceux qui ne devraient pas l'être. Il est plus que temps, maintenant que vous avez le cadre légal, de pouvoir sévir, de pouvoir assainir, pour permettre au gouvernement de la République de vous protéger au mieux. Donc que chacun fasse son travail. Vous savez, il y a les journalistes, les musiciens, les artistes, ils ont un grand rôle. Vous avez un grand rôle dans la moralisation ou l'immoralisation de la société. La société congolaise d'aujourd'hui est l'image de ce que les journalistes ont décidé de lui coller. C'est que les musiciens ont décidé de lui coller. C'est que les acteurs, cinéastes, artistes ont décidé de lui coller. Parce que faites le constat, vous pouvez être le meilleur ministre du monde. Si vous n'avez pas l'accompagnement des médias, vous serez le piètre des ministres.
Parce que la communication est la colonne vertébrale de l'action politique. La communication est pratiquement le centre de cavité de la société, de tous les secteurs de la vie nationale. Les Européens ont compris ça, les Occidentaux ont compris, aujourd'hui les Chinois comprennent, et il n'y a que nous qui ne voulons pas investir dans la communication. Il ne faudrait plus continuer à paupériser les journalistes, parce que la presse est le quatrième pouvoir. Vous savez, en tant que ministre, même bien avant, moi je consacre toujours minimum 40% de mon budget à la communication. Ça dit Moutamba, ben, on parle de lui tout le temps, etc. Je sais l'importance de la communication. Pour moi, les journalistes est un roi. C'est comme ça que vous allez le remarquer. Moi, qui que vous soyez, lorsque vous m'appelez, lorsque vous êtes journaliste, je vous priorise. Lorsque Patient m'a contacté, j'ai arrêté toutes mes activités. Parce que, pour moi, vous êtes un pouvoir. Vous ne pouvez pas transformer la société sans la communication. Tous les révolutionnaires du monde ont utilisé la communication comme outil pour véhiculer les idées révolutionnaires. Malcolm X a utilisé ça, Martin Luther King, Lumumba, etc. Fidel Castro, Cuba, c'était la même chose. On dira toujours que vous en faites de trop. Non, lui, il exagère, etc. Mais lorsque vous ne ferez pas, celui-là, il ne fout rien. Donc, les idées, c'est comme des clous. Il faut marteler à travers la communication pour les enfoncer jusqu'aux cervelles les plus rétives. Mais c'est par la communication. Nous sommes en train de lancer la campagne « Moralisation de la vie » public. Et nous avons besoin de vous. Ça, c'est notre génération. Nous devons désormais créer de nouveaux modèles, de nouveaux acteurs de la société. À l'époque, nous avions, je vois mon aîné, Didier Moumengi, dans la salle, que je salue. Mais c'était nos modèles. Mais aujourd'hui, sommes-nous des modèles pour nos cadets? Patient, sûrement doit être l'un des rares à penser sur le journalisme. Donc nous devons pousser les jeunes de notre génération à cultiver les valeurs pour que notre société ait des nouvelles références, non pas que des références de musique, non pas que des références de théâtre. Quelle honte ça ne nous fait pas. Nous utilisons nos canaux de communication plutôt pour véhiculer les antivaleurs. C'est une honte pour la République que lorsque nous entrons sur nos TikTok, c'est des danses. Au lieu d'utiliser ces nouveaux outils d'information et de communication pour véhiculer la science, pour véhiculer l'intelligence, pour véhiculer les valeurs, nous sommes là plutôt à applaudir les sextapes. Lorsqu'il y a une vidéo des sextapes, c'est 100 000 vues. Mais lorsqu'on réfléchit sur un texte, Patient sort son ouvrage, cadre légal des médias en RDC. À peine on zappe. Lorsque c'est un musicien qui fait son concert au Stade des Martyrs, c'est plein. Il y a même des morts d'hommes. Et lorsque Didier Moumengi, l'honorable Didier Moumengi, appelle à une conférence dans une petite salle comme celle-ci, elle est à moitié vide. Voilà notre société. Aucune société au monde ne s'est développée dans la distraction. Aucune. Aucune société au monde ne s'est développée dans l'anarchie, dans le désordre, dans l'indiscipline. Nous devons remettre de l'ordre dans notre société, de gré ou de force. Vous devriez donc remettre de l'ordre dans le journalisme, dans la presse,
de gré ou de force. Mais ici, parfois, vous avez peur de certains journalistes qui insultent matin, midi, soir, et vous êtes là à avoir peur de les sanctionner. Conséquence, on perpétue les antivaleurs dans la société. Cela dit, je m'en vais féliciter, et je vais conclure par là, l'auteur de l'ouvrage que nous allons certainement baptiser aujourd'hui. C'est Patient Ligaudy, que j'ai connu en 2014, personnellement. Son ouvrage vient clarifier la problématique de la nouvelle réforme sur la liberté de la presse. Son avantage, évidemment, est de pouvoir ressortir les termes clés qui, aujourd'hui, posent problème, les questions essentielles qui nous taraudent aujourd'hui. C'est notamment, comme je l'ai dit, celles liées au statut, à la définition du journaliste. C'est notamment celle au droit de réponse, reconnu à tout citoyen victime d'une désinformation, et tant d'autres questions abordées dans son ouvrage. Un ouvrage laconique, j'ai aimé son style, un ouvrage qui te permet de le parcourir en 1 heure maximum, tu le finis et tu comprends toute la loi sur la liberté de la presse. Je voudrais donc que nous puissions ensemble l'encourager par nos applaudissements. Il mérite nos encouragements parce que de nos jours, il est rare pour un jeune Congolais d'avoir encore du temps à penser. Rien que ça. Avoir encore du temps à écrire. C'est devenu rare. Et donc pour moi, c'est impressionnant. En lieu de te retrouver dans un débit de boisson, lui s'est enfermé dans son bureau, au-delà de ses charges professionnelles et familiales, pour réfléchir sur l'avenir de la presse congolaise. J'encourage et invite donc les Congolaises et Congolais, les journalistes de tous bords, à pouvoir ingurgiter, à pouvoir lire sérieusement ce bouquin, à l'acheter pour encourager son auteur. Je reste disponible en tant que ministre de la Justice pour pouvoir vous aider, vous accompagner dans les réformes et veiller qu'aucun journaliste ne soit arrêté arbitrairement, qu'aucun journaliste ne soit arrêté pour son travail de journaliste. Tout celui qui va oser arrêter un journaliste de manière arbitraire pour le travail qu'il fait, eh bien, c'est celui-là qui sera arrêté, qui que ce soit. Tout ce que je vous demanderai, c'est que nous puissions mettre en place un cadre de concertation avec l'UNPC et avec le CESAC pour nous permettre à chaque fois de recueillir les cas de dénonciation de violation de la liberté de la presse sur l'ensemble du pays. Vous pouvez donc compter sur l'accompagnement du gouvernement, vous pouvez donc compter sur l'accompagnement du chef de l'État et magistrat suprême. J'ai dit et je vous remercie. Ceci dit, nous allons passer à la deuxième partie de cette matinée. Pendant que le ministre va se rasseoir,
Je vais inviter le professeur Claude Moukeba à prendre ma place tout à l'heure pour entamer la recension de l'ouvrage Cadre légal des médias en RDC. À qui est-ce que vous pensez que les magistrats sont outillés aujourd'hui? Sont-ils vraiment très outillés pour que le cadre légal puisse produire les effets? Parce qu'on constate, et vous l'avez dit, que parfois, on arrive à un tribunal, un journaliste est condamné simplement parce que on a l'impression que le magistrat n'a pas recouru à la loi qu'il faut et qu'il a recouru plutôt à des lois générales au lieu de recourir aux lois particulières. Quelles actions, qu'est-ce que vous allez faire, Excellence, dans les jours qui suivent pour que ces magistrats soient outillés s'ils ne le sont pas? Merci. Merci beaucoup pour la question. Merci encore une fois de plus à tous les intervenants pour leurs pertinentes réponses. La problématique la plus essentielle au niveau de la magistrature, c'est la formation. Nous allons très rapidement, au-delà du cadre que nous avons trouvé, nous sommes déjà en train de réfléchir sur la mise en place de l'école de la magistrature. Puisque il y a cet impératif de mise à jour sur les différents cadres légaux qui sont élaborés au niveau aussi bien de l'exécutif que du législatif. Notamment le cadre légal sur la liberté de la presse. C'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais il est du devoir du ministre de la Justice, en concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature, d'organiser des ateliers, des capacitations des magistrats. C'est ce qui pose encore problème au vu du constat fait depuis que nous sommes là. Je vais vous encourager plutôt à pouvoir accompagner le ministère de la Justice à vulgariser ces nouvelles réformes du secteur des médias, du secteur du journalisme. Il faudrait que ce soit les magistrats, que ce soit les OPJ, les APJ, tous les intervenants de la justice puissent s'approprier ces réformes pour que nous soyons sur la même longueur d'onde de compréhension et d'appréhension. Et ceci éviterait beaucoup d'abus que nous observons où on a coutume à recourir plutôt aux lois générales en lieu place des lois spécifiques, lois particulières qui régissent les mondes des médias. Au-delà de ça, il y a également cette obligation qui est imposée aux différents organes de gestion des journalistes. Comme je l'ai dit, vous devriez vous éviter toute complaisance. Il n'y a que dans ce pays où pour devenir avocat, il faut avoir fait 5 ans d'études de droit à la faculté de droit, avoir passé un test d'admission, avoir passé une période de 2 ans de stage professionnel avant d'être inscrit au tableau de l'ordre. C'est tout un processus pour être appelé avocat. Et lorsque tu portes le titre, la qualité d'avocat, sans en avoir l'habilitation légale, tu es déféré devant les instances judiciaires pour usurpation de la qualité d'avocat. Mais ce qui n'est pas le cas chez vous. Chez vous, quiconque se réveille un bon matin, passe à la télé et commence à se faire appeler journaliste. Et vous l'applaudissez et vous le tolérez. D'où les abus qu'il y a sans déontologie, sans connaissance et maîtrise du cadre légal qui régit en réalité les secteurs. Donc, le premier travail, le premier effort à fournir de votre part, c'est de pouvoir assainir, nettoyer. Ce sera difficile,
mais il faut y parvenir. Et quand on veut se faire une petite santé politique, vous verrez un citoyen lambda prendre le micro et devenir reporter, sans aucune notion du reportage. Commencer à divulguer même certains secrets, commencer à insulter. Et du coup, ceux de ces compatriotes qui se comportent ainsi sont confondus avec les journalistes. C'est ça le vrai problème. Et pendant ce temps, vous, organes censés redresser, sanctionner, vous observez. Cette difficulté fait malheureusement que cette anarchie puisse s'installer et que certains vrais journalistes maintenant tombent dans le coup. Mais également la dépolitisation du journalisme. Le constat est que dans notre pays, comme vous l'avez remarqué pour ce qui concerne la société civile, rares sont des journalistes réellement indépendants, comme certains aînés que je vois dans la salle, comme mon ami Thierry Kamboudi par exemple, du Top Congo, qui travaille avec toute indépendance, comme mon aîné Willy Kalengai et bien d'autres, que depuis un certain temps, vous sentez que l'analyse est objective. Vous avez des journalistes pro-Mutamba, vous avez des journalistes pro-Katumbi, vous avez des journalistes pro-Fayulu, des journalistes pro-Tshisekedi, des journalistes pro... Non. Et c'est tout ça qui taraude l'image du journalisme. Et du coup, vous êtes voué à toute forme de manipulation et de chantage. Parce que, en fait, vous marchandisez votre travail. Et c'est ça qui banalise en réalité le journaliste. C'est comme ça qu'aujourd'hui, le journaliste n'est plus pris au sérieux. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a perdu toutes les crèmes des grands journalistes. Les références, comme je le disais, dans le journalisme aujourd'hui, après nos aînés, c'est qui? C'est là la question. Donc, vous allez au Parlement, vous allez au gouvernement, vous trouverez, oh non, Excellence, Bissoba journaliste. Mais vous regardez, mais sur quelle base? L'opération coupage. Vous verrez un nombre important des citoyens, des journalistes, lorsque vous organisez une activité de qualité, s'inviter unilatéralement à votre activité. À la recherche de l'info. Et lorsque vous les remerciez après, sans rien leur donner, ils vous font du chantage. Ils négligent les journalistes. Et lorsque vous leur donnez quelque chose, alors, ils ne font pas non plus le travail. Du coup, il y a une telle anarchie dans votre secteur du journalisme que je vais juste vous demander, comme il s'agit d'un secteur aussi libéral que d'autres, de regarder ce qui se passe ailleurs, de sanctionner, s'il faut, que je puisse vous faire une recommandation, c'est tout simplement de renforcer votre conseil de discipline. C'est en collaboration avec CESAC, identifier aussi tous les médias qui font passer de faux journalistes. Il n'y a que dans ce pays où quelqu'un peut se faire appeler journaliste sans avoir jamais fait l'école de formation journalistique. Il n'y a que dans ce pays. Et il va même s'octroyer, et c'est vous qui lui accordez même la carte de journaliste. Mais après, vous avez difficile. Ce mélange ne contribue pas à l'efficacité de l'action de journalistes et met en difficulté le gouvernement pour vous protéger. C'est comme ça que des réserves qui sont émises sur la problématique de la dépénalisation des délits de presse, en fait, ces réserves tiennent debout. Parce que la crème que vous êtes, aujourd'hui, vous êtes peu nombreuses. Vous n'êtes pas nombreux
les vrais journalistes, vous n'êtes plus nombreux. Vous avez plutôt des kamikazes, des gens prêts à exploser pour le matériel. À quel moment un journaliste peut-il diffuser une information? À quel moment un fait peut-il être qualifié d'information diffusable? C'est une question réelle. Tenons. Tel ministre, c'est toujours flash. Tantôt c'est flash, flash, flash. Urgent, urgent. On penserait que c'est sérieux. Vous entrez dedans, vous voyez, détournement de 10 millions de dollars. Lorsque vous vous précipitez à qualifier cette désinformation d'information, et après quand on vous appelle par le concerné, vous dites oh, je ne savais pas. Pourquoi n'avez-vous pas eu le temps et la délicatesse, la prudence d'aller contre-vérifier l'information? Parce qu'il s'agit effectivement de l'honneur d'une personnalité, d'une institution. C'est là le vrai problème. Donc je voudrais que nous puissions regarder ces choses avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de froideur, si réellement nous voulons changer les choses dans le pays. Il faut réprimer. N'ayez pas peur de frapper. Et je pense que le président Kamanda va faire la différence. Nettoyer. Celui qui doit faire la politique, vous le laissez faire de la politique. Celui qui doit faire le journalisme, vous le laissez faire le journalisme. Et vous contrôlez le travail. Lorsque vous aurez réussi à faire cela, vous verrez que toutes vos revendications seront portées automatiquement par les politiques. Et c'est cela la vérité. Et donc, nous sommes tout à fait, nous, gouvernement, par notre entremise, comme je l'ai dit, disposés à accompagner la liberté de la presse, le journaliste congolais. Mais en contrepartie, nous vous demandons de pouvoir valoriser votre travail. Il est incongru de nos jours qu'au vu de la qualité d'intervention et des personnalités ici dans la salle réunies, d'observer qui est un jeune qui n'a pas fait IFASIC, encore que même les écoles de journalisme auxquelles vous faites allusion, quels sont les critères pour les créer? Les écoles de journalisme. Quelqu'un qui ouvre son centre de formation à Matongé, il organise des petites formations abracadabrantesques d'un mois, et vous les laissez accorder des certificats ou des diplômes des journalismes. Qui est habilité à accorder? Donc, c'est des questions dans la pratique qui méritent d'être traitées. C'est prévu dans la loi, certes, mais qui ne sont pas appliquées. Qui doit appliquer? Ce n'est pas le gouvernement. Et du coup, on pense aujourd'hui à tort qu'être un bon journaliste, c'est être insulteur. Qu'être un bon journaliste aujourd'hui, c'est être un dénigreur. Qu'être un bon journaliste, en fait, c'est être un emmerdeur. Et tout le monde est obligé de collaborer avec vous pour s'éviter des ennuis, des désinformations. C'est cela le vrai problème. Et donc, du coup, quoi que l'on fasse comme réforme, tant que vous n'aurez pas vous-même la volonté d'assainir les secteurs, ce sera difficile. Je vais chuter par là. J'arrive au ministère de la Justice, je trouve un désordre caractérisé, où chaque magistrat faisait ce que bon lui semblait. Parce qu'il faut le dire, avant mon arrivée, les magistrats dans notre pays se croyaient au-dessus de la loi. La loi ne s'appliquait pas à eux. Eux
pouvaient appliquer la loi selon plutôt leur vouloir. Je vous donne un cas où il y avait des déguerpissements par des réquisitions d'informations. C'est tous les jours que je recevais des plaintes. Où il y a un procureur qui a signé, il y a un magistrat qui a signé une réquisition d'informations pour désengorger, pour déguerpir. Oh. Tiens, j'invite 2-3 magistrats, 2 procureurs. Je dis, mais lisons la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez ces pouvoirs d'où? Vous le tirez d'où? Je fais très rapidement une première instruction pour dire à tous les magistrats du parquet, c'est illégal. Vous ne devriez pas vous immiscer dans les exécutions et dans les dossiers civils. Comme vous le savez, la plupart des dossiers civils dans notre société se terminent où? Au parquet. Et celui qui a un peu plus d'influence a raison. Je veux vraiment chuter par là, je m'excuse. Chers compatriotes, j'ai tapé les poings sur la table. Vous avez entendu des sanctions sévères. Ce phénomène est silly. Spoliation, la même chose. C'est chaque semaine. Oh, on a spolié. J'étais même scandalisé qu'il y ait des décisions de justice qui spolient 100 parcelles dans une commune comme Lingwala. Ça veut dire que c'est toute la commune que vous spoliez. Et vous dites que tout ça appartient à un individu. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas possible. Vous savez, je suis descendu dans plus d'un cas pour réinstaller des gens et sanctionner. Je n'ai plus reçu depuis des doléances, des plaintes sur les déguerpissements. Parce qu'on a frappé fort avec des réformes. Et enfin, c'était les saisies des comptes. C'est tous les jours les sociétés, je crois que s'il y a des sociétés ici victimes des saisies des comptes. C'est des réseaux, des mafieux. Chaque jour, ils vérifient. Non, Ligo dit avec son entreprise médiatique a un peu d'argent. On invente un procès bidon, on obtient une décision de justice, exécutoire sur minute, on saisit les comptes et on pille cet argent-là. Chaque jour, c'était comme ça. Les entreprises publiques, n'en parlons pas. C'était leur vache à lait. Chers compatriotes, j'ai tapé le poing sur la table en apportant une réforme majeure. Plus question de saisir les comptes. Vous juges, si vous rendez encore un mauvais jugement, vous êtes arrêté. Ça fait maintenant 2 mois qu'il n'y a plus du désordre, qu'il n'y a plus de saisie des comptes. Plus aucune entreprise publique ne fait l'objet des saisies de comptes. Celui qui a osé 2-3 venir me corrompre pour entrer dans les jeux, arrêtez. Et c'est fini ça, discipliner les choses. C'était automatique au point où, moi, ministre de la Justice, je ne reçois plus des opérateurs économiques qui viennent me corrompre. Il fallait donner le temps. Et c'est ça qui doit être fait. Dans les secteurs de prison, tout ça, carcéral, la même chose. On envoyait des gens en prison pour des faits bénins, juste parce que vous avez disputé une femme. Bien, puisque vous êtes plus fort et vous êtes ami à un magistrat, vous envoyez votre mbanda en prison. Non, il faut Oloba, l'isolo. Il faut convaincre moi aussi dans l'isolo. Et vous trouvez des cas comme ça. Vous trouvez des cas en prison où c'est un enfant de 10 ans. Vous envoyez un enfant de 8 ans en prison, chers frères, chers compatriotes. Qui d'entre nous ici, à 8 ans, surtout nous qui avons grandi à l'intérieur, n'avait jamais commis de bêtises? Qui? Nous tous, nous avons commis une bêtise. Parfois, nous nous sommes bagarrés, nous avons blessé l'autre, on nous a blessés. Mais nous étions inconscients. Mais si l'État nous avait mis en prison à cette époque-là, est-ce que je serais aujourd'hui ministre de la Justice? Non, absolument pas. Le rôle de l'État, c'est aussi d'encadrer les plus faibles. Ceux qui n'ont pas encore la capacité
d'analyser de manière libre les situations. Vous savez ce que c'était une première. J'ai dit plus de transfèrements en prison sans l'accord du ministre. Ça a créé la grogne que vous avez entendue. J'ai dit, mais prouvez que c'est illégal. Paf, on sort la loi. Lisez la loi. Qui est l'autorité pénitentiaire? Au ministre de la Justice. Qui peut désengorger? Au ministre de la Justice. Maintenant quoi? Alors, on contrôle désormais les entrées. Nous sommes dans cette salle. Imaginez qu'on ne fasse qu'entrer des gens tous les jours, sans tenir compte de la capacité de cantonnement de cette salle. N'est-ce pas qu'il y aura de morts par étouffement tous les jours, de manière naturelle? Est-ce ça préserver l'image de l'État? Non. Et lorsqu'on a tapé le poing sur la table, chers frères, on a fait 3 semaines maintenant, il n'y avait aucun transfèrement en prison. Aucun. Est-ce pour autant que l'État a disparu? Et puis, on a levé la mesure en contrôlant maintenant la situation. On a désengorgé et maintenant on contrôle la situation. Qui peut aller à Makala? Qui peut aller en prison? Ça nous permet d'améliorer les conditions carcérales, etc. et améliorer l'image du pays. Donc, c'est pour vous dire que c'est simplement avec la volonté de frapper. Et là, on n'a pas construit de nouvelles prisons. On n'a pas eu besoin d'$1 million, de $2 millions. C'était une question de volonté, de fermeté. Si vous faites ça, vous verrez, il faut contenir toutes les brebis galeuses. Qui peut être appelé journaliste? Il est anormal que quelqu'un parle au nom du journalisme sans être agréé, par exemple, par l'UNPC. Il y a un problème. Et vous les laissez passer à la télé sans sanctionner et l'individu et les médias. Et donc, voilà les exemples que j'ai donnés pour tout simplement vous signifier que dans le contexte politique, social qui est le nôtre, il faut sanctionner. Il faut lutter drastiquement contre l'impunité. Il faut sanctionner et sévèrement sanctionner. Et les derniers cas, je crois que c'est la dame que vous connaissez. Personne n'a osé l'interpeller. Personne. Tout le monde avait peur. C'est une amie, c'est notre amie. Mais il y a des limites au-delà desquelles on ne peut pas aller. Au point de gêner la liberté des autres. La liberté du journaliste doit se limiter là où commence la liberté de l'autre. Mais vous verrez, avec les sanctions que j'ai opérées, les TikTokers, c'était la même chose, je les ai reçus hier. Quand on a arrêté l'autre, là, la dame, là, j'ai invité tous les TikTokers. J'ai dit, plus rien ne se fera comme avant. Nous devons être sérieux. Vous allez voir, il n'y aura plus de bêtises. Je me suis attaqué à la dépravation des mœurs où les gens ont dit homosexualité, etc. Oui, 2 fois. Papa, maman. Est-ce que vous les voyez encore s'exhiber comme c'était les cas avant? Non, c'est de la fermeté. Des ambassadeurs, des ceci, ils sont venus me voir. Je suis resté ferme. Nous sommes une société bantou et nous devons respecter nos valeurs. Nous devons respecter notre tradition en frappant fort. Mais tout le monde a reculé et la société a un peu respiré. On a redonné un peu de chance à nos enfants. Sinon, tous nos enfants pensaient maintenant devenir des 2 fois. Et donc, je vous prie de pouvoir sévèrement sanctionner. C'est par là que je vais conclure mon mot. Merci. Merci, Excellence. Voilà. Alors, je vais demander à son Excellence de venir. Honorable, joignez-vous à son Excellence ici, y compris les panélistes, les organisateurs, Internews, KinLab et l'Arcicom, s'il vous plaît, pour la grande photo de famille. Top Congo a pris 17 exemplaires. Voilà. Okay. Vous pouvez monter. Attention.
L'UNICIC prend 10 exemplaires aussi. Très bien. L'UNICIC prend 10 exemplaires. Attention, attention, attention. Allez-y. Moi, je vais faire bouger